Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. L'Union européenne va-t-elle devenir le boulet économique de la France ? Le 28 avril dernier, le gouvernement français présentait à la Commission européenne les détails de son plan de relance économique en vue d'en obtenir un financement à hauteur de 40 milliards d'euros. Une nouvelle qui peut sembler positive au premier abord au regard des difficultés générées par la crise sanitaire et par sa gestion depuis un an. Sauf qu'à y regarder de plus près, il semble qu'en contrepartie de ces 40 milliards, l'Union européenne entende imposer à la France un certain nombre de mesures qui pourraient bien provoquer l'effet inverse de celui escompté et anéantir tout espoir durable de relance de l'activité. Alors, quelles mesures politiques le gouvernement français a-t-il négocié avec Bruxelles ? Nos ménages et nos entreprises y seront-ils gagnants ? Quel sera le prix réel de l'aide européenne ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. C'est, je crois, vraiment un moment historique. Nos plans de relance sont nationaux, mais ils participent d'une stratégie européenne qui est de préparer le nouveau modèle de croissance, plus vert, plus digital, plus inclusif. Ce mercredi, Bruno Le Maire, présentation du plan de relance, c'est important, français de 100 milliards à Bruxelles. L'objectif, c'est d'obtenir les 40 milliards d'aides européennes. Mais franchement, puisque vous parlez d'anticipation, on n'aurait pas pu le présenter plus tôt face à l'urgence ? L'essentiel, c'est qu'il soit présenté. Oh oui, L'essentiel, c'est qu'il soit présenté. Si je préfère me tourner vers l'avenir, j'aurais évidemment préféré qu'il soit disponible plus tôt. Mais la France touchera une partie de cette aide, environ 10%, c'est-à-dire un peu plus de 5 milliards d'euros, début septembre. Retard d'autant plus frustrant que les Américains, eux, ont déjà dégainé vite et fort. Plan de relance de 1900 milliards de dollars, plan d'investissement de 2000 milliards de dollars, et puis d'autres en préparation, notamment pour l'aide à l'enfance. Et donc on risque d'être à la fois un peu en retard et un peu ridicule aussi par rapport aux montants qui vont être mis en jeu. Souvenez-vous, en septembre dernier, Jean Castex présentait aux Français les contours d'un plan économique baptisé France Relance, supposé permettre une reprise de notre activité économique malmenée par plusieurs mois de pandémie et de confinement. Dès l'annonce de ce plan, nous avions questionné ici même sa pertinence en matière économique et évoqué son caractère globalement insuffisant, pour ne pas dire dérisoire, au regard de la situation générée par la crise du Covid, et ce, avant même l'arrivée de la deuxième vague de l'épidémie. Et dans la foulée, nous vous exposions le piège dans lequel le volet européen de ce soi-disant plan de relance risquait d'enfermer le pays en nous contraignant à en rembourser les intérêts dans une période où tous nos efforts se devaient d'aller à l'investissement et à la relance de la production. Sur ces sujets, on vous renvoie à nos vidéos passées dont vous trouverez le lien en barre d'infos et dont le contenu est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Mais aujourd'hui, le plan France Relance fait à nouveau parler de lui. Le 28 avril, le gouvernement français présentait à la Commission européenne les détails des investissements supposés être financés par l'UE. Un document imposant de plus de 800 pages que nous avons pu feuilleter et qui vient hélas confirmer ce qui était à redouter concernant son contenu politique. Car, on le sait, pour bénéficier de l'argent européen, le plan du gouvernement français doit faire l'objet d'une validation. Une validation par les instances européennes et une validation par les autres États membres. Or, depuis février dernier, on sait également que les critères de validation ne concernent pas uniquement la qualité des investissements prévus. En effet, pour espérer obtenir l'aide européenne, les États membres allaient également devoir appliquer la feuille de route politique de la Commission. Une feuille de route impliquant notamment, pour la France, une réforme drastique de l'assurance chômage, du système des retraites et une contraction des investissements d'État en vue de résorber notre dette Covid. Et sans surprise, tous ces aspects sont bel et bien présents dans le document transmis par la France, alors même que, comme nous allons le voir, il pourrait bien avoir des effets délétères sur la reprise économique, tout comme sur la situation plus personnelle de nombre de Français. Prenons par exemple le projet de réforme de l'assurance chômage. Si l'on a déjà évoqué ici ce projet plusieurs fois, on rappellera tout de même qu'il repose principalement, par rapport à aujourd'hui, sur la réduction des allocations chômage à durée de cotisation équivalente. Si, pour justifier cela, le gouvernement insiste sur la nécessité d'inciter les personnes au chômage à retrouver du travail, cette légitimation n'est guère convaincante dans un contexte de sous-emploi généralisé. Sous-emploi structurel, mais très largement aggravé par la conjoncture liée au Covid.
On le sait, le marché du travail a été durablement impacté par la crise sanitaire et par les restrictions qui ont suivi. Dans les mois à venir, les faillites devraient encore se multiplier et il risque de falloir des années pour que les entreprises retrouvent un niveau d'embauche normal. Le chômage sera donc avant tout subi, notamment dans les zones rurales et périurbaines, où retrouver un emploi est souvent beaucoup plus difficile que dans les grandes métropoles. Dans ce contexte, rejeter la responsabilité du chômage sur les personnes ayant perdu leur emploi semble plutôt contraire à la logique et risque de ne pas aider à résorber le chômage. La liberté, c'est pas de se dire que finalement je vais bénéficier des allocations chômage pour partir 2 ans en vacances. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Elle est profondément injuste parce qu'elle touche les plus précaires, les personnes qui sont déjà en difficulté et qui ont du mal à être installées durablement dans l'emploi. Quelqu'un qui aujourd'hui, grâce à l'assurance chômage, permet d'avoir une indemnité qui lui garantisse de payer son loyer, de pouvoir essayer de trouver un emploi dans de bonnes conditions, qui gagne 900 €, qui touche 900 € du régime d'assurance chômage. La même personne, au 1er juillet, touchera 650 €. Donc on voit que c'est pas des personnes qui gagnent des 1000 et des 100 et qui sont déjà en précarité et qui vont l'être encore plus avec cette réforme. Une dette doit être remboursée. Il faut protéger les plus faibles et ceux qui sont le plus touchés par la crise économique, notamment tous les secteurs qui sont fermés. Ces règles n'ont pas changé. Et dans ces règles-là, une dette, ça se rembourse. D'ailleurs, le discours qui voudrait qu'en réduisant les allocations chômage, le gouvernement pénalise l'oisiveté pour mieux récompenser le travail à côté, résiste mal à l'épreuve des faits, dès lors que l'on sait que conjointement à cette réforme, le gouvernement présentait également à Bruxelles sa réforme des retraites. Là encore, de quoi s'agit-il? Tout simplement de faire cotiser plus longtemps et donc travailler plus longtemps pour toucher une retraite équivalente à son niveau actuel. Ce qui est pénalisé ici, ce n'est pas l'oisiveté, mais bel et bien le travail, car de fait, la retraite, ce n'est rien d'autre qu'une partie différée dans le temps du salaire brut des personnes qui travaillent. Faire travailler plus pour au final gagner autant, si ce n'est moins, cela revient donc factuellement à réduire le salaire brut et à dévaloriser le travail. La crise sociale, elle, et notamment l'emploi, puisqu'on parle de près d'1 million d'emplois qui seraient détruits par la crise sanitaire, on ne retrouvera pas le niveau de l'emploi par miracle dès le 1er janvier 2022. Donc, les pistes évoquées n'ont de sens que dans une situation où l'emploi redevient dynamique. Il faut des choses simples, vous savez, claires, de bon sens. La priorité, aujourd'hui, c'est l'emploi, mais il n'est pas question de mettre la poussière sous le tapis pour faire des retraites. Simplement, il faut des choses que les Françaises et les Français comprennent. Oui ou non avant la fin du quinquennat? Mais écoutez, moi je suis là pour faire cette transformation du système de retraite. Avant la fin du quinquennat? Elle se fera avant la fin du quinquennat. Avant la fin du quinquennat. Merci beaucoup. Or, ces deux mesures, réforme du chômage et réforme des retraites, vont bel et bien être positivement prises en compte par Bruxelles comme des éléments attestant du sérieux du plan de relance français. Pourtant, elles vont avoir plusieurs effets néfastes. Premièrement, elles vont bien sûr réduire le niveau de vie de Françaises ordinaires ayant déjà à déplorer des pertes de revenus du fait des conséquences de la crise sanitaire et de sa gestion. À plus ou moins long terme, ce sont des millions de ménages qui risquent d'être directement fragilisés par ces mesures. Deuxièmement, en conséquence de tout cela, ces mesures vont creuser la fracture entre les riches et les pauvres, entre les gagnants et les perdants de l'économie, et vont donc contribuer à l'instabilité du pays, alors que le spectre du mouvement des ronds-points continue de hanter la classe politique. Et troisièmement, c'est en réalité l'ensemble du tissu économique qui risque de pâtir de ces mesures. Pourquoi? Tout simplement parce que contracter les revenus des ménages, et surtout modestes, c'est impacter d'autant leur capacité à consommer. Or, pour que la relance se fasse, il faut que l'économie ait des débouchés. Et si les gens sont contraints de se serrer la ceinture, ou s'ils le font d'eux-mêmes parce qu'ils anticipent une baisse de leur future retraite, les effets risquent bien d'être dramatiques pour la reprise et donc pour l'activité. Dès lors, le soi-disant plan de relance pourrait bien produire l'effet inverse de celui voulu. La question qui se pose alors, c'est donc bien évidemment pourquoi ? Pourquoi imposer à la France une telle politique contraire aux intérêts de son peuple et à ses intérêts en tant que nation ? Et pourquoi d'ailleurs imposer cela à l'ensemble des pays européens ?
À cela, les technocrates de l'Union européenne, comme ceux de Bercy d'ailleurs, ont une réponse. Étant donné que les États vont être amenés à s'endetter pour financer leur plan de relance, il faudrait bien qu'ils fassent des économies drastiques à côté pour rembourser leurs dettes. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'au-delà des réformes exigées, Bruxelles et Bercy s'accordent sur la nécessité pour les États de réduire leurs dépenses publiques, oubliant au passage que certaines de ces dépenses sont en réalité des investissements et que c'est aussi au nom de ce principe que, sur ces 10 dernières années, l'Union européenne a appelé des dizaines de fois ses États membres à réduire leurs dépenses de santé, aggravant ainsi l'impact de la crise sanitaire, comme nous le savons aujourd'hui a posteriori. Mais au-delà de cet exemple précis, on voit bien qu'il y a un paradoxe à creuser la dette des pays dans le but de financer une politique de relance, si en parallèle le remboursement de la dette générée implique une contraction d'activité qui rend toute relance impossible. Et si cette logique est politiquement absurde, elle ne semble même pas aujourd'hui être justifiée par des contraintes économiques. Car, c'est un peu technique, mais pour faire simple, si lorsque les États s'endettent, les États empruntent de l'argent sur les marchés financiers, aujourd'hui c'est la Banque Centrale Européenne, la BCE, qui rachète massivement les titres de créance. Or, la BCE a le pouvoir de créer de l'argent à partir de rien. Dans les faits, le remboursement rapide de la dette des États n'est donc pas une nécessité pour l'économie comme elle le serait pour un ménage cumulant les crédits à la consommation par exemple. Et les chiffres sont assez incroyables puisque depuis mars dernier, la Banque Centrale Européenne a acheté pour près de 70% des dettes publiques, des titres de dette publique émises par les États membres de la zone euro. Finalement, on se dit que son bilan, est-ce qu'il peut aussi lui enfler à l'infini puisque... Théoriquement, il peut enfler à l'infini. Parce qu'elle rend compte à personne. Parce qu'elle ne rend... son actionnaire, c'est l'État. Ouais, mais c'est un jeu bizarre pour le coup, parce qu'elle a l'État actionnaire, en même temps, elle détient ses dettes à son bilan. Elle détient ses dettes et elle verse un rendement aux États, à ses États actionnaires tous les ans. Et d'ailleurs, si l'Union européenne exige encore de ses États membres ce genre de sacrifice, malgré leur caractère inutile et plus contre-productif qu'autre chose, elle est de plus en plus seule à faire ce choix. À l'inverse, les grandes puissances actuelles, les États-Unis, comme leur grand rival chinois, ont plutôt tendance à privilégier une politique d'investissement massif financée, plus ou moins directement, par leurs banques centrales respectives. Une nouvelle manière d'envisager le financement de l'économie, loin d'être parfaite, et nous serons certainement amenés à y revenir dans une prochaine vidéo, mais qui semble plus en phase avec la réalité post-Covid que les dogmes économiques toujours en vigueur en Europe et dont la stricte application exigée par la Commission européenne contribue à faire de l'UE un poids pour ses États membres et un acteur économique de seconde zone sur la scène internationale. Le président américain a vu grand, très grand, pour relancer l'économie. Un premier plan de relance à 1900 milliards de dollars et une mesure phare, la distribution de chèques individuels, 1400 dollars pour des millions d'Américains. Comme la plupart des gens, je crois que cette mesure est historique. Grâce à elle, on va reconstruire la colonne vertébrale de ce pays et on va donner aux travailleurs, à la classe moyenne, à ceux qui ont construit ce pays, une chance de s'en sortir. Franklin Roosevelt et son New Deal, source d'inspiration pour Joe Biden. Nicolas Deuze, les marchés financiers sont sous le choc. Les bourses du monde entier accusent le coup après la révélation sur un projet de Joe Biden. Il va le dévoiler la semaine prochaine. De quoi s'agit-il ? Taxer les riches. Taxer les riches aux États-Unis, oui, pour financer son 3e plan de relance. En 3 mois, Biden, qu'on disait sleepy, vous savez, il n'est pas si sleepy. Il aura engagé sur plusieurs années, c'est vrai, un quart de PIB américain. C'est comme si la France, au lieu de faire 100 milliards de relance, faisait 600 milliards de relance. 100 milliards, une ambition et une ampleur historique. C'est un pas de géant pour la transition écologique en France. C'est un bouclier anti-licenciement. Un plan qui, dans son ampleur et dans ses modalités, est historique. C'est, je crois, vraiment un moment historique. Alors, en disant cela, serions-nous trop sévères avec l'Union européenne ? En réalité, il serait assez injuste de rejeter l'entière responsabilité des politiques ineptes et inefficaces sur ces institutions. Pourquoi ? Tout simplement parce que le gouvernement français et ses conseillers économiques partagent cette même vision dogmatique des choses. Accusé de suivre aveuglément les exigences de Bruxelles, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a d'ailleurs déclaré qu'il n'avait pas besoin de l'Europe pour vouloir réformer notre système de retraite.
Et c'est bel et bien le gouvernement français qui a commandé un rapport il y a quelques mois à l'ancien ministre de l'économie Jean Arthuis, insistant sur la nécessité du remboursement de la dette Covid. Un gouvernement complice donc de cette politique. Ce n'est pas Bruxelles qui nous demande une réforme des retraites, c'est la France qui a besoin d'une réforme des retraites pour que son système de retraite par répartition auquel nous sommes attachés soit financièrement viable. C'est nécessaire également pour inciter tous les Français à travailler davantage. C'est nécessaire si on veut éviter, ce qui est le cas malheureusement depuis une vingtaine d'années, l'appauvrissement relatif des Français, de nous tous, de nos enfants, de nos petits-enfants. Et pourtant, au-delà même de la pertinence des décisions engagées, il existe sans doute un problème fondamental dans le fait que la Commission européenne puisse exercer un véritable chantage financier sur les décisions politiques prises par la France. Nos dirigeants nationaux ont certes leurs défauts, mais au moins ils ont été élus, ce qui n'est pas le cas de la Commission européenne, instance supranationale nommée à la légitimité extrêmement discutable pour ce qui est de décider de la politique menée par un État souverain. Or, si demain un gouvernement français décidait de remettre en cause les dogmes en vigueur à Bruxelles, le pourrait-il vraiment ? Subirait-il des pressions économiques ? Verrait-il sa stabilité remise en cause, à l'image du précédent gouvernement italien soupçonné de vouloir utiliser l'argent du plan de relance à de mauvaises fins et renversé par une coalition incluant l'ensemble des forces politiques allant de ce qu'on appelle généralement l'extrême gauche à ce que l'on appelle généralement l'extrême droite, tous unis derrière l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Toutes ces questions posent bien sûr celle de la démocratie, entendue comme la possibilité pour les Français de remettre en cause les politiques contraires à leurs intérêts et à ceux de leur pays. Un vaste programme qu'il faudra bien mettre en œuvre tôt ou tard, et ce, que l'Union européenne soit alors avec ou contre nous. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a intéressé, vous a enseigné quelque chose ou a contribué d'une manière ou d'une autre à votre réflexion personnelle, on vous invite bien évidemment à la partager autour de vous pour en faire profiter votre entourage. Si vous appréciez notre travail et que vous souhaitez contribuer à son financement, on vous invite à cliquer sur le lien vers notre page Tipeee en barre d'infos sous la vidéo et à rejoindre la communauté des tipeurs. Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif qui permet à tous ceux qui le souhaitent de nous soutenir à hauteur de quelques euros par mois. Et aujourd'hui, si le fil d'actu existe, c'est uniquement grâce à ces tipeurs. On ne le dira jamais assez, mais c'est vous, les tipeurs, qui nous permettez de faire ce travail, de rémunérer l'équipe, et de le faire en restant totalement indépendant, et donc totalement libre du choix et du traitement de nos sujets. Alors merci infiniment à tous. Et si vous aussi vous souhaitez soutenir le fil d'actu, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure sur notre page Tipeee, le lien est en description. Pour le reste, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'à nos autres réseaux sociaux pour ne rater aucune nouvelle publication. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça améliore le référencement et donc la visibilité de nos contenus. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.